Cela s'est passé autrefois, il y a 4 ou 5 000 ans peut-être, et c'était quelque part entre la mer Noire et la Baltique. Là, pense-t-on, vivaient de féroces peuplades qui s'alliaient ou se battaient impitoyablement, mais qui s'exprimaient toutes dans les dialectes d'une même langue. Ce fut la langue de nos ancêtres. On a donné à cette langue originelle le nom étrange et algébrique d'indo-européen. Et puis un jour, ces hordes se répandirent en tous sens, aussi bien vers l'Atlantique que vers l'Asie et la Méditerranée. Un beau jour, ça n'a pas éclaté comme peut éclater une bombe, mais il est parti au cours de... Oui, peut-être tout le long du 3e millénaire, ou encore au début du 2e millénaire, dans toutes les directions. Il est parti des bandes d'Indo-Européens qui, pour une raison encore que nous ne pouvons qu'imaginer, ont conquis la plupart des territoires où ils entraient, où ils pénétraient. C'était des conquérants. Et ils se sont donc dispersés, mais ils étaient véhiculaires, les uns et les autres, de quelque chose de commun. C'est ça. C'est ça. Il ne peut pas y avoir de vocabulaire commun, de langue commune, sans un minimum de pensée commune. Et c'est à ça que je me suis attaché, de civilisation. Et à cette époque-là, comme je vous le disais tout à l'heure, la civilisation, c'est en grande partie la religion. Il est très difficile de tirer un fait de n'importe quoi, d'institutions, de structures de famille, etc., sans qu'ils viennent des conceptions religieuses avec. C'est mon maître Mauss avait une comparaison. Il disait quand chez les peuples primitifs, enfin on disait encore à ce moment-là les peuples primitifs, maintenant on dit les peuples non civilisés, quand vous prenez un fait, tout vient. C'est une toile d'araignée. Mais il est bien certain que dans cette toile d'araignée, ou du moins dans ce que nous pouvons en connaître par la comparaison, c'est la religion qui est essentielle. Paris, été 1972. Une vie de travail, c'est aussi cela, des livres qui s'accumulent dans un ordre étrange, comme les alluvions d'un fleuve, comme les méandres d'une mémoire immense, et qui retracent les étapes d'une recherche de plus de 50 ans. Quelles étaient les croyances de nos ancêtres? Selon quel modèle pensaient-ils il y a des millénaires, à Rome, en Grèce et en Irlande, en Scandinavie, en Inde et en Iran? Tel est le champ d'études auquel s'attaque Georges Dumézil. Sa vie solitaire et hautaine, il voudrait la réduire à cette recherche, mais nous avons voulu d'abord tenter de deviner quel était l'homme qui se cachait derrière cette œuvre, derrière ces années consacrées à l'étude de mondes aujourd'hui disparus. Est-ce que ça veut dire que vous vous intéressez aux choses mortes? Incontestablement, comme tous les philologues, ma matière est une matière morte. Pour y réintroduire de la vie, il faut rêver. Et
suivant les périodes de ma vie, j'ai plus ou moins rêvé. Étant jeune, je rêvais beaucoup. Je pensais qu'à travers ces études, on pouvait percer des secrets de l'esprit humain universel et éternel. Et en vieillissant, je suis de moins en moins ambitieux. En vieillissant, j'essaie simplement d'établir des faits comparatifs, car la comparaison aboutit à des faits comme la simple constatation. Et à partir de ces faits, d'autres, plus tard, mais je crois beaucoup plus tard, pourront construire des théories proposées, des modèles non pas universellement valables, mais plus largement valables, et par conséquent valables peut-être pour des choses actuellement vivantes. Mais mon travail est un travail sur cadavres. Qu'est-ce que ça veut dire rêver pour vous sur des cadavres? Oh, rêver, c'est dépasser les faits. Rêver, c'est reconstruire des choses qu'on ne peut pas vérifier. Ça ne n'est pas du tout une condamnation. Je me suis toujours intéressé à la philosophie, aux philosophies, mais il faut bien distinguer soigneusement le travail de base, qui est la seule chose au fond qui m'intéresse, c'est la seule chose qui, j'espère, laissera des traces, et puis les prolongements variables dans lesquels la part de mirage est évidemment très grande. Au fond, quel est l'objet de votre type d'étude comparative? Est-ce que c'est l'étude de l'idéologie? Est-ce que c'est l'étude du sacré, d'un certain contrat social? Est-ce que c'est l'étude de la nature de l'homme? Secondairement, ça peut déboucher sur tout ça, mais mon travail est beaucoup plus terre à terre. Mon travail consiste à reconstituer, non pas des faits historiques, mais reconstituer des faits de civilisation, des représentations, des systèmes de représentation qui avaient cours un petit peu plus tôt que ceux qui sont transmis directement par les premiers documents attestés. Par la comparaison, j'essaie de reconstituer ce que pouvait être l'idéologie, disons, au sens le plus large, l'idéologie des Indo-Européens, c'est-à-dire des ancêtres communs des Indiens, des Grecs, des Latins, etc. C'est-à-dire remonter dans le temps plus haut que l'histoire. C'est ça, remonter dans le temps. J'ai proposé autrefois d'appeler ça de l'ultra-histoire. Le mot n'est pas bon et je ne l'ai pas maintenu, mais c'est un peu ça quand même, n'est-ce pas? Il s'agit de regagner dans l'étude des idées, et il s'agit de regagner quelques siècles. Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Les civilisations meurent comme les hommes, et il n'en reste plus que le squelette. Mais il y a aussi des hommes qui ne peuvent se déprendre du passé et qui recherchent passionnément le corps de ces mondes disparus sur le squelette des pierres et des bibliothèques. Et pour Georges Dumézil, tout a commencé avec la curiosité d'un enfant. Aussi loin que je me rappelle, il y a des éléments. Enfin, vous savez, les souvenirs se recomposent par la suite. Alors je peux vous faire un petit roman de ma formation. Les faits sont très simples. Mon premier contact avec la Grèce a été... je devais avoir 6 ou 7 ans. Et mon père, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui aimait beaucoup le grec et qui se rendait compte dès ce moment-là de l'utilité des langues étrangères, avait décidé de me faire apprendre l'allemand. Aujourd'hui c'est facile, on envoie les enfants, ils circulent. À ce moment-là, ça n'était pas si facile. Il y avait une bonne Alsacienne à la maison qui ne m'apprenait pas grand-chose. Et alors mon père a pris le taureau par les cornes et il m'a donné à lire un livre d'allemand en juxtalinéaire. Vous savez, cette admirable petite collection Hachette. Ou Larousse. Non, je crains de faire de la publicité clandestine. Non, mais on ne les trouve plus, par conséquent, ça n'est pas grave. Mais les classiques en juxtalinéaire Hachette étaient admirables et m'ont servi tout au long de ma vie. Et alors, il m'a donné comme livre le livre de Niebuhr, en allemand extrêmement simple, consacré à deux
ensembles de mythologie grecque, les travaux d'Hercule et l'expédition des Argonautes. Je me suis nourri de cela pendant des mois. Et vraiment, ça m'est resté. Enfin, il m'en est resté le double amour de la mythologie et de la Grèce. Vous aviez quel âge à cette époque-là? 6-7 ans, je pense. 7-8 ans. On ne peut pas bien préciser. Et alors ça ne m'a pas quitté, que voulez-vous, j'ai construit ma vie. Si j'ai voulu absolument entrer à l'école normale, vous ne me croirez pas. Je ne savais pas que l'école normale préparait à être professeur. Je ne le savais même pas en Cagne. C'est invraisemblable, mais c'était le seul moyen que je voyais de continuer à faire du grec dans mes études. Mais qu'est-ce que le petit garçon de 6 ou 7 ans voyait dans le mythe des Argonautes? Alors ça, vous m'en demandez trop. Il faudrait lui demander, il n'est plus là. Il a oublié. Il a oublié, ça m'enchantait. Je me rappelle, je circulais dans l'appartement et je racontais à la bonne, à ma sœur, à ma mère, je racontais ce qu'avait fait Jason la soirée précédente. Enfin, non, ça a développé simplement un amour. Peut-être y avait-il un germe, je ne sais pas. Mais un amour, disons, de romanesque, de... Probablement, oui. Ça a été ma première littérature, Oui. avant la comtesse de Ségur. Écoutez cette histoire d'autrefois. Dès sa naissance, Hercule attira sur lui la jalousie de la déesse Héra. Une nuit, tout était endormi dans le palais. Elle envoya 2 serpents qui se glissèrent dans le bouclier qui lui servait de berceau. Et déjà les 2 monstres se dressaient pour l'étouffer, quand Hercule, se réveillant tout à coup, les saisit de chaque main et les étrangla l'un et l'autre. Ce fut le premier exploit de ce héros au courage invincible. Est-ce que c'est beau, un mythe? Je ne sais pas, je ne sais plus. J'étais attiré par les mythes, évidemment, quand j'étais jeune, c'était la beauté des mythes qui m'intéressait, mais à force de les scruter, aller demander à un chirurgien qui découpe un cadavre, est-ce que votre cadavre est beau, n'est-ce pas? Vous parlez de cadavre encore? Oui, je parle de cadavre parce que c'est comme ça que je les traite, n'est-ce pas? Tout en sachant que c'est peut-être, en effet, c'est les mutiler, mais je ne peux pas faire autrement. Ça a été vivant avant d'être mort tout de même. Oui, ça a été vivant. Enfin, je serais stupide et je mentirais en disant que je ne suis plus sensible à la beauté des mythes, ou du moins à la beauté des expressions qui ont été données aux mythes par un certain nombre d'écrivains. Non, il reste quand même en moi un certain goût de la littérature. Je n'arrive pas à vous imaginer travaillant dessus et n'éprouvant pas d'une certaine manière quelque part un sentiment esthétique. Mais c'est autre chose. Alors là, qu'est-ce que vous voulez, j'ai été, maintenant je ne suis plus rien, mais enfin j'étais très wagnérien. Avant de savoir que la mythologie germanique me donnerait tant de choses. J'ai commencé ma vie publique, enfin comme lecteur à l'université de Varsovie. Et très rapidement, j'ai fait amitié avec des garçons qui étaient les fils du maire de Varsovie, qui disposaient de la loge de papa à l'opéra. Or, vraiment, je crois, un jour sur 2 ou 2 jours sur 3, nous allions à l'opéra, c'est là que j'ai découvert Wagner. Bah, évidemment, je vibre, j'ai entendu. Mais vous vibrez au sacré? Je ne sais pas ce que c'est que le sacré. Qu'est-ce que ça pourrait être, le sacré? Je sais pas, on peut en donner des définitions mortes, si vous voulez, mais pour moi, le sacré, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes un esprit religieux? Naturellement. À travers toute ma vie, naturellement, si je fais un bilan, ben, il y a eu des périodes où la religion ne m'a absolument pas intéressé, concerné, dirigé, mais j'y suis toujours revenu. Et je ne vois pas ce qui pourrait amener à l'âge que j'ai, un changement radical. Ça ne veut pas dire que tout me plaise dans la religion de mes pères, mais je ne vois aucune raison d'en changer, et surtout je ne vois pas la possibilité de m'en passer. Mais ça, c'est une affaire strictement personnelle et qui, je crois, n'a pas d'influence sur mon travail. Si vous voulez, ce qui est du fait que je suis un animal religieux, le seul résultat, c'est que je prends la religion au sérieux. Que ce soit chez les autres, chez moi, ou dans la préhistoire, ou dans l'histoire.
J'ai essayé de réaliser toute ma vie ce que j'avais entrevu étant gosse, n'est-ce pas? J'espère le voir plus clair maintenant dans la genèse des mythes, non pas des Argonautes, je n'ai rien à dire sur les Argonautes, je les ai très peu rencontrés dans mes études, et c'est pas un Européen, certainement pas. Hercule, c'est autre chose. Hercule, encore dans un de mes tout derniers livres, j'ai eu le plaisir de retrouver les travaux d'Hercule et les ennuis d'Hercule, la méchanceté des déesses, d'une déesse et la gentillesse d'une autre pour Hercule. Tout ce qui m'avait plu étant petit s'est éclairé. Alors dans ce sens-là, si vous voulez, ça s'est approfondi. Ça s'est éclairé par la comparaison avec des mythes indiens et avec une légende germanique. Vous semblez éprouver autant de plaisir à lire, à découvrir, à lire les mythes indo-européens qu'on pourrait en avoir à lire des romans policiers, par exemple, ou à voir des westerns. Oui, il m'arrive de lire des romans policiers avec plaisir, à condition de ne pas en lire trop. Non, mais drôle. je parle des mythes. Quand je prends un roman policier, il faut que j'en prenne 2, 3, 4, 5, et puis au 6e, je peux plus. Mais ça revient l'année suivante. Et un de mes collègues, un de mes cadets, j'allais dire un de mes jeunes collègues, il n'est plus tellement, m'a dit un jour, quand je lis votre œuvre, je comprends que vous aimiez les romans policiers. Vous en faites. Ça n'était pas un éloge dans sa bouche, n'est-ce pas? Mais je ne prends pas ça non plus comme quelque chose d'insultant. Non, un roman policier bien construit, une démonstration bien construite, c'est pas tellement éloigné. J'essaie de démontrer. Des cartons, c'est le même problème. De la version latine à n'importe quoi, le problème revient toujours à éliminer les fausses solutions et à tomber sur la bonne. Elle s'en est un peu séparée par la suite, mais enfin, elle a été au début calquée sur la méthode des linguistes. C'est-à-dire que par la comparaison des données premières, qui sont les faits iraniens, indiens, latins, etc., par la comparaison, on reconstitue, on remonte à travers le temps et on reconstitue quelque chose qui est comme un prototype commun. Par exemple, si vous comparez le sanskrit pitar, le latin pater, l'allemand vater, etc., vous tombez sur une forme indo-européenne qui devait être tout simplement pater, d'ailleurs, n'est-ce pas? Enfin, ça, c'est le premier effort. Il n'y a pas moyen de ne pas passer par là. Mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est une fois qu'on a déterminé cette espèce de point fixe dans la préhistoire, c'est de faire le mouvement inverse. C'est de redescendre et de voir comment, à partir d'un prototype commun, par quelles lignes d'évolution divergentes, ont été produites des choses qui se ressemblent, mais enfin qui sont tout de même bien différentes. Les linguistes sont habitués à ce double mouvement. Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de faire également pour l'ensemble de la civilisation spirituelle. Et pratiquement dans ces sociétés, ou du moins la part de cette civilisation spirituelle qu'on peut atteindre, c'est essentiellement la religion, avec une théologie, une mythologie, etc. Et dans une certaine mesure, des institutions. Eh bien, par la comparaison des vieux textes religieux ou épiques de l'Inde, de Rome, de la Scandinavie, etc., j'ai essayé de remonter vers des prototypes communs. Naturellement, on ne peut avoir que le genre de ces prototypes. On ne peut pas déterminer la forme précise qu'ils avaient. Puis d'ailleurs, il devait y avoir des variantes dès l'indo-européen commun. Mais alors, à partir de ce point à peu près fixe, le plus intéressant, c'est de suivre, en sens inverse, les transformations qui ont dû amener à la forme que nous connaissons. En 1938, après une longue période de tâtonnement, c'est la découverte du fait qui devait dominer et ordonner une grande partie de la matière. On peut dire la totalité, ou en tout cas la plupart des peuples indo-européens anciens, des peuples à composante indo-européenne importante,
construisaient leur système du monde, leur conception de la société, quelquefois même leur conception de l'âme humaine, c'est-à-dire leur cosmologie, leur psychologie, leur sociologie, sur une idée simple, qui est la suivante, que trois forces sont nécessaires, la combinaison harmonieuse de trois forces agissant sur trois niveaux est nécessaire pour que tout marche bien sur ces divers domaines. Et ce sont des forces et des niveaux que j'ai proposé d'appeler, parce qu'il faut bien des étiquettes simples, la souveraineté, la force et la fécondité. On retrouve la combinaison de ces trois forces dans toutes les civilisations où une puissante composante indo-européenne est incontestable. La division bien connue de la société indienne en prêtres, guerriers et éleveurs-agriculteurs, en brahmanes, kshatriyas et vaishyas, n'était pas propre à l'Inde. On se doutait déjà qu'elle avait dominé le monde indo-iranien, c'est-à-dire le peuple intermédiaire entre les Indo-Européens et les Indiens, qui avait aussi produit d'autre part les Iraniens. Dans les textes iraniens, il y a des traces, non pas tellement d'organisation sociale de ce type, mais de système de pensée. Mais en 1938, j'ai remarqué que la triade de divinités la plus ancienne que l'on peut toucher à Rome, c'est-à-dire la triade pré-capitoline, la triade formée par Jupiter, par Mars et par Quirinus, repose sur les mêmes conceptions. Jupiter étant le grand patron du sacré, Mars, quoi qu'on en ait dit, étant essentiellement un dieu de la guerre, et Quirinus étant un dieu complexe, mais qui, si on l'observe à travers ce qui est certainement les plus vieux documents, c'est-à-dire les fonctions de son prêtre, est un dieu qui est en rapport d'une part avec l'abondance alimentaire, avec le grain exactement, et d'autre part avec la masse du peuple organisé. C'est-à-dire les trois mêmes principes qui soutiennent la caste sacerdotale dans l'Inde, la caste guerrière, et puis ce que les Indiens eux-mêmes appellent les vishas, c'est-à-dire les clans, c'est-à-dire à la fois les producteurs et puis le peuple organisé dans ses divisions naturelles. C'est-à-dire qu'on est à la fois au niveau de la société et au niveau de l'idéologie de la société. C'est ça. Et alors dans l'Inde, c'est pas douteux, c'est une organisation sociale. Une organisation sociale peut-être plus théorique que pratique dans certains cas, mais enfin ça se présente comme une organisation sociale. Et alors au début, j'ai pensé qu'à Rome, dans la Rome primitive, ça avait peut-être été la même chose, qu'il y avait une société de sacerdotes, de milites et de quirites. Mais au bout d'un certain temps, il a bien été évident que c'était pas ça. Jupiter, Mars, Quirinus sont les dieux de ce que j'ai appelé à ce moment-là les fonctions, qui ne sont pas forcément des fonctions sociales, qui sont aussi bien des fonctions intellectuelles, des fonctions cosmiques. Et la division des Romains, la division primitive des Romains, pour tout dire, nous ne la connaissons pas. Il n'y a pas de document. Il n'y a pas de lien. Pas forcément. C'est ça, il n'y a pas de solidarité obligatoire entre une division sociale réalisée et cette conception des trois fonctions. Les trois fonctions sont c'est un cadre de pensée dans lequel les sociétés imaginent diverses choses, y compris le plus souvent la société, mais quelquefois à titre idéal. L'autre jour, je rencontrais encore un exemple, je ne sais pas si je ne l'ai pas publié, mais le récit du siège du Capitole par les Gaulois est formé de 3 épisodes où très évidemment l'intention est de réunir les 3 fonctions. Il n'y a que 3 épisodes dans 3 épisodes destinés à montrer la gloire de Rome. Eh bien, le premier épisode, c'est un prêtre qui descend à travers les lignes ennemies pour accomplir un sacrifice à l'ébahissement des Gaulois. Le deuxième, c'est l'escalade du Capitole repoussée par la petite troupe de Euenes commandée par Manlius. Et le troisième épisode, il s'agit de faire croire aux Gaulois qu'on est encore dans l'abondance et on jette du haut du Capitole sur les avant-postes gaulois les derniers pains fabriqués avec le dernier grain. Et ce sont les 3 seuls épisodes.
et quantité de choses comme cela à Rome, n'est-ce pas, ont été coulées dans le système des trois fonctions. On comprend très bien que les Romains ont voulu montrer que toutes les forces qui gouvernent l'univers et qui soutiennent Rome ont été mobilisées pour la défense de Rome au moment du Capitole, du siège du Capitole. Ce que vous trouvez dans toutes les civilisations du monde, dans tout organisme social et dans tout organisme, je pense, individuel, c'est en effet, quoi, c'est le cerveau, les bras et l'estomac. C'est-à-dire qu'il faut bien que toute société pense, quelle que soit la direction de cette pensée, il faut bien que toute société soit apte à se défendre et éventuellement à attaquer, puis il faut bien qu'elle mange. Société humaine ou société animale satisfont donc ces trois besoins, et tout peut se ramener à ces trois besoins. En raffinant, on pourrait en chercher d'autres, mais pratiquement, seulement, ce que l'on constate extrêmement peu, très rarement, dans le monde, dans l'ethnographie, au sens le plus général du mot, c'est que ces trois besoins, non seulement se satisfont, s'ils ne se satisfont pas, la société ne vivra pas, ou l'individu ne vivra pas, mais non seulement se satisfont, mais secrètent, sont le cadre, la matière de réflexion qui, de proche en proche, finissent par expliquer tout. C'est, si vous voulez, une superstructure intellectuelle, morale, etc., de cette structure naturelle. Elle est intéressante parce qu'elle pose non seulement le problème de la comparaison, mais le problème des différences. Car la comparaison a autant d'intérêt quand elle souligne des différences que quand elle souligne des ressemblances. Partons des données romaines. Tout se passe entre Rome et la Scandinavie pour ce problème. J'aimerais bien qu'il y ait un troisième partenaire, mais il n'y en a pas. À Rome, vous connaissez entre autres morceaux d'histoire, c'est très célèbre, vous connaissez la première guerre de la République. Les rois viennent d'être chassés, les Tarquins viennent d'être chassés, mais un autre roi étrusque, appelé au secours, par solidarité avec eux, attaque Rome. C'est le roi Porsenna. Et il attaque Rome. Les Romains ne sont pas de taille. Les Romains ne sont pas encore... enfin, où ils sont désorganisés par le départ des rois, et ils sont très menacés. Eh bien, la guerre contient plusieurs épisodes, mais en particulier l'épisode initial et l'épisode final, qui sont symétriques, qui sont bien intéressants. Au début de la guerre, un personnage empêche l'armée étrusque, par sa seule intervention, empêche l'armée étrusque de franchir le pont du Tibre, l'unique pont qui pouvait mener à Rome, et permet ainsi à l'armée romaine en désordre, en panique, de rentrer en ville. Alors il s'installe sur le pont jusqu'à ce que les Romains aient le temps de détruire le pont, puis après ils sautent dans l'eau. Mais comment maintient-il à distance les Étrusques? Il les maintient par l'intimidation, par une terreur qu'il leur inspire. Et un des éléments de cette terreur, ce sont les regards qu'il jette sur eux. Or, ces regards sont d'un type très particulier. Il est borgne. Voici ce que raconte Tite-Live. Longtemps, dans le camp des Étrusques, personne n'ose attaquer Horace le Borgne. Puis ils font pleuvoir sur lui une nuée de javelots, mais tous les traits restent plantés dans son bouclier. Et lui, obstinément, il occupe le pont en marchant à grands pas, jetant sur les chefs ennemis des regards terribles et menaçants. Il les frappe tous de stupeur par cette merveille d'audace. Et puis, tout à fait à la fin de la guerre, symétriquement, un autre personnage sauve Rome par le procédé suivant. Il se rend dans le camp du chef ennemi, Porsenna, pour le tuer, mais il se trompe, il tue le secrétaire du roi. Amené devant le roi, il s'aperçoit qu'il y a à côté un brasero. Il tend son bras droit sur ce brasero, il le laisse griller devant le roi pour l'impressionner. Et en effet, le roi est tellement impressionné qu'il réfléchit. Et
le Romain lui dit je suis seulement le premier d'une série de 300 jeunes gens qui avons fait le serment de te supprimer. Moi, j'ai échoué, mais il y en a 299 autres. Le roi ne doute pas de la parole d'un homme qui est capable de se brûler le bras. Et continuant ses réflexions, il décide de faire la paix avec les Romains. Et de fil en aiguille, il devient leur ami. Voilà ce morceau d'histoire romaine. Qui est vécu comme histoire. Qui est vécu, qui est présenté comme histoire, mais qui, quand même, laisse percer le bout de l'oreille d'autre chose. Car enfin, c'est curieux que Rome soit sauvée par un personnage qui s'appelle, le premier personnage qui s'appelle le Cyclope, le Borgne, et par un deuxième personnage qui, dans son action, par son action, gagne le surnom de gaucher, au sens de celui qui n'a plus que la main gauche. Historiquement, ce serait vraiment très curieux que deux personnages se soient retrouvés dans le même ensemble, dans le même épisode, d'autant plus qu'il n'y en a pas d'autres dans l'histoire romaine. Or, si vous quittez Rome et si vous regardez la Scandinavie, vous trouvez le même couple du Borgne et du Manchot, mais non plus sur la terre, non plus dans l'histoire, mais dans le grand temps, chez les dieux, dans la mythologie. Et tout à fait au sommet de la mythologie. Ce sont les deux dieux souverains de la mythologie scandinave qui se partagent les deux mutilations. Et voici l'histoire du Manchot. Au début des temps, les dieux ont vu naître un petit animal, un petit loup, né dans des conditions qui étaient déjà suspectes et dont leur savoir permettait d'affirmer que il serait leur perte, qu'ils les mangeraient. Alors, racontent les anciens textes, il faut l'attacher jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour sombre où toutes les puissances du mal se libéreront et détruiront le monde avec les dieux. Odin fait fabriquer un lien magique invisible, et les dieux proposent au petit loup de se laisser passer ce lien inoffensif, pour jouer, pour se donner le plaisir de le rompre. Plus méfiant qu'on ne l'est à cet âge, le loup accepte, mais à la condition qu'un des dieux mette une main dans sa gueule pendant l'opération, comme gage que tout se passera sans fausseté. Un seul dieu veut bien encourir le risque, qui est une certitude, et met le bras droit dans la gueule du petit loup, c'est le dieu Tyr. Il met son bras dans la gueule du petit loup, qui, naturellement, ne pouvant pas se détacher, ferme les dents, ferme les mâchoires et coupe le bras. À la suite de quoi, le dieu se trouve être ce qu'il est à travers toute la mythologie, ce qu'il est à travers l'histoire du monde, c'est-à-dire le dieu patron de la guerre d'une part, mais aussi des procédures juridiques. Le dieu du droit, le dieu du peuple assemblé dans le Ting, dans l'assemblée à la fois politique et judiciaire qui gouverne la vie des sociétés scandinaves, comme déjà des sociétés germaniques connues des Romains. Voilà pour le Manchot. L'autre, le dieu Borgne, c'est l'autre grand dieu souverain, et l'origine de sa mutilation est différente de celle du Coclès latin, mais au fond, de même sens. Ce n'est pas une malformation de naissance, ce n'est pas un accident, c'est un sacrifice volontaire, comparable au sacrifice de la main de l'autre côté. Il s'est arraché un œil qu'il a déposé dans la source de sagesse. Et moyennant quoi, il a obtenu la voyance, c'est-à-dire la vision de tout ce que les hommes ordinaires ne connaissent pas, c'est-à-dire la magie. Il est devenu le grand magicien et le protecteur des magiciens. Le protecteur des magiciens en temps de paix comme en temps de guerre, et en temps de guerre, ce qui le rapproche du romain, en temps de guerre, cette magie s'exprime de diverses manières, mais en particulier par la puissance de pétrifier, d'immobiliser l'adversaire, de lui passer le lien, comme dit le texte, de lui passer, comme disent les textes scandinaves, de lui passer les liens d'armée. Les liens d'armée, c'est l'immobilisation, un lien invisible, un lien psychique. Voilà, donc vous avez chez les Germains, vous avez le couple, avec, si on peut dire, son interprétation, avec son commentaire. Chacune des mutilations, ou chacun des personnages mutilés, a une mutilation qui correspond à une certaine fonction, qui correspond paradoxalement à cette fonction, puisque celui qui perd un œil gagne une vue plus large et plus profonde, et celui qui perd son bras dans une procédure de faux serment
devient par là même le garant des procédures du droit. Mais une liaison, un sens est donné, par cette liaison, un sens est donné aux deux mutilations. Si vous vous reportez à Rome, vous n'avez plus, vous n'avez que ce que vous aviez au départ, c'est-à-dire deux anecdotes jolies, intéressantes, pittoresques, mais deux anecdotes dont vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'elles signifient. Coclès, après sa mutilation, qu'est-ce qu'il devient? Ah, ben il disparaît. Il est devenu, par le fait même qu'il est borgne, il est incapable de devenir jamais consul. Il ne deviendra, il n'apparaît plus dans l'histoire romaine. On lui donne une récompense et c'est fini. Et de même, Scaevola, depuis qu'il a perdu sa main droite, ne peut rien faire. Il gagne une statue, les Romains lui donnent un peu de terre et il disparaît. Ils n'ont plus de fonction. Leur mutilation est donc une curiosité. Ce sont des héros nationaux. Et alors, la seule, pourquoi les Romains ont-ils gardé ces histoires? C'est parce qu'elles sont belles, et puis parce qu'elles donnent des modèles de patriotisme. Pour les Romains, la chose essentielle dans le monde, c'est Rome. Eh bien, voilà, des hommes qui ont donné l'exemple, non pas de ce qu'il faut faire, mais du niveau de ce que Rome attend de ses citoyens. Les Romains doivent conquérir le monde parce qu'ils ont des gens comme ça dans leur lignée. Voilà comment nous sommes vraiment. Voilà comment nous sommes. C'est exactement ça. Je crois à Rome, toute cette... car ce n'est pas le seul exemple, n'est-ce pas, mais toute cette mythologie que je crois avoir été transformée en histoire rend un service de leçon. Ce sont des leçons et non pas des justifications de choses précises qu'on vous demande d'accomplir une fois par an, par exemple. Ces mythes d'autrefois, on peut en voir de curieuses survivances. Et dans ce film Les Vikings, on retrouve étrangement le couple des deux héros, du borgne et du manchot. De cette idéologie tripartite, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans nos formes de société? Ou pas grand-chose. Nous parlons encore une langue indo-européenne, mais il y a il s'est passé tellement de temps et tellement d'événements, et il y a eu tellement de révolutions, de civilisations, de mouvements de peuple, que nous ne pouvons plus nous appeler aujourd'hui des Indo-Européens. Et de contact aussi avec d'autres sociétés. De contact avec d'autres sociétés, et des contacts répétés avec des sociétés très diverses. Il y a eu le fait du christianisme, il y a eu le fait de l'islam sur d'autres parties du monde indo-européen, si bien qu'on ne peut pas espérer trouver des survivances caractérisées de l'idéologie d'ancêtres remontant à 4000, 5000 ans. Alors il y a des faits singuliers, et il y en a un qui a été signalé presque dès le début de mon travail, présenté tantôt comme une objection, tantôt comme au contraire un élargissement possible, et sur lequel aujourd'hui travaillent des esprits très, très, très aiguisés, très bien armés. Ce sont les trois ordres dans lesquels se divisait jusqu'en 1789 la société française. La noblesse, le clergé. La noblesse et le clergé d'abord, la noblesse et le tiers-état. Le tiers-état producteur, les définitions de ces trois ordres ressemblent prodigieusement aux définitions des Varnas de l'Inde. Alors, problème, est-ce que c'est une refabrication? Est-ce que c'est une résurgence de faits celtiques, par exemple, ou de faits germaniques du haut Moyen-Âge? Les plus vieilles attestations sont datées. On n'a pas de documents plus anciens que, je crois, le Xe ou le XIe siècle. La question reste ouverte.
Mais les deux solutions sont acceptables. Enfin, ni l'une ni l'autre ne me gêne. Je n'ai jamais prétendu que la tripartition ne se reproduise pas en dehors du monde indo-européen et du monde indo-européen tel que je l'entends, c'est-à-dire le monde indo-européen préhistorique et ses dérivés immédiats. Nous en avons des exemples chez certains Indiens de l'Amérique, chez certains peuples d'Afrique même, mais à l'état, encore une fois, sporadique, n'ayant pas produit un système général de pensée. Alors il est possible que dans l'Occident chrétien, il se soit reformé un système comparable. Mais il est possible aussi qu'il y ait là un phénomène de réanimation de quelque chose qui n'avait jamais disparu absolument. La vieille tradition celtique, par exemple, enfin, à mon sens, c'est dans cette direction-là que je cherche plutôt la solution. Mais encore une fois, je n'ai pas d'élément de solution probable. Est-ce que du côté du nazisme, par exemple, on peut faire une... On peut s'amuser, oui, bien sûr. Je me suis amusé moi-même, n'est-ce pas, à dire le nazisme reproduisait, et non pas seulement le nazisme, mais enfin tous les régimes totalitaires fondés sur une certaine doctrine, disons les dépositaires de la doctrine, qui sont une espèce de clergé, en tout cas qui représente la fonction intellectuelle, la première fonction. Ils ont toujours une armée forte, et puis ensuite une organisation du travail. Mais il y a toujours des coups de pouce dans ces assimilations, et on peut le faire à titre de jeu, mais enfin ça ne mène pas loin. Vous semblez vous méfier de l'utilisation qu'on veut faire de votre œuvre. Vous semblez vous méfier de la théorie. Non, mais certainement, je me méfie de la théorie parce que j'ai vu vivre, je ne suis pas jeune, et alors j'ai vu prospérer, vivre, s'imposer un nombre suffisant de théories pour ne plus beaucoup croire à leur avenir. Ce que nous devons faire, naturellement, nous devons croire qu'un jour nous aurons la solution absolue des problèmes qui nous intéressent. Mais un jour, et quand je dis nous, naturellement, c'est peut-être dans 200, 300, 1000 ans, je n'en sais rien. Tout ce que nous devons faire, c'est réunir des éléments qui nous survivront. Des éléments autant que possible assurés, sur lesquels, par d'autres moyens que nous ne pouvons pas prévoir, avec des instruments de calcul que nous ne pouvons pas non plus prévoir, nos successeurs feront des théories un peu plus solides que celles dont j'ai eu l'expérience. Mais quand vous parlez des éléments qui nous intéressent, vous voulez dire de systèmes qui permettraient d'expliquer le fonctionnement de l'esprit humain? Ben oui, bien sûr. Notre justification, à nous tous qui nous occupons des produits de l'esprit humain, à quelque titre que ce soit, c'est notre justification. Nous sentons bien qu'il y a là un immense problème qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas des mythologues, qui ne dépend pas des historiens, qui dépend aussi bien des physiologistes, n'est-ce pas? Nous ne pouvons que contribuer à augmenter la documentation en remettant à l'avenir le soin de faire les synthèses. Les théories. Les théories, oui. Je n'ai pas toujours dit ça, mais c'est la sagesse qui vient par l'expérience. Vous avez pensé à un moment que vous pourriez faire une... Naturellement, au début, quand j'avais 16-17 ans, j'espérais savoir ce que c'était que la religion, j'espérais savoir ce que c'était que la mythologie, n'est-ce pas? Maintenant, je n'ose même plus définir un mythe. Les mythes ne se laissent pas comprendre si on les coupe de la vie des hommes qui les racontent. Ce ne sont pas des inventions gratuites sans rapport avec l'organisation sociale ou politique, avec le rituel, la loi ou la coutume. Leur rôle est au contraire de justifier tout cela, d'exprimer en images les grandes idées qui ont organisé les sociétés qui les ont conçues. Ils ont une fonction, ils font partie d'un système. Alors la recherche de Georges Dumézil est-elle structuraliste? Alors là, vous touchez à une question à laquelle je suis sensible. Quels sont mes rapports, au fond, avec le structuralisme? Il se trouve que je viens d'achever la préface d'un livre qui paraîtra probablement l'an prochain, le 3e volume de Mythes et Épopées, dans lequel j'ai eu
à prendre position sur cette question. Le plus simple, c'est peut-être que je vous lise ce que je veux dire, et vous comprendrez aussi à travers ça ce que je ne veux pas dire. Dans cette préface, j'explique que, à propos de choses romaines, que j'ai été amené à insister, il y a une trentaine d'années, parce qu'on le méconnaissait, à insister sur la nécessité d'éclairer les détails par les ensembles. Par exemple, rappeler que Mars n'est pas un dieu qu'on étudie en lui-même, mais c'est un dieu qui se définit par rapport à un dieu supérieur et à un dieu qui vient après lui dans une triade bien connue, Jupiter et Quirinus. Et qu'il forme un système. Et qu'il forme un système. Et que la présence du premier terme et du troisième terme limite et définit le second. De même pour la liste des rois romains, le roi Tullus Hostilius, qui est le roi guerrier, enfin correspondant à Mars par sa vocation, par son activité, ne se comprend que placé dans la liste des rois, dont les deux premiers correspondent au contraire à la fonction de Jupiter, et dont le suivant est l'organisateur de l'abondance romaine. Bon, alors après avoir dit cela, je dis ceci. J'ai rappelé qu'ils font partie chacun d'une structure qui les oriente et qui les limite. Et j'ajoute, mais du même coup, cette remarque a engagé les études dans un autre débat où elles n'ont que faire. Depuis quelques années, le mot structure est devenu ambigu, tout en gardant sa valeur précise, ancienne, lorsqu'il est question, par exemple, de la structure d'une démonstration, d'un roman, d'un état. Il a pris un emploi technique beaucoup plus ambitieux dans un système philosophique, aujourd'hui fort en vogue, auquel il a même donné son nom. Il en résulte de la confusion. On range volontiers mon travail, et c'est, suivant les auteurs, un éloge ou un blâme, parmi les manifestations, ou, étant donné les dates, parmi les prodromes du structuralisme. Il arrive même que de jeunes structuralistes s'impatientent de ma lenteur ou de mon incapacité à suivre les progrès de la doctrine et des techniques interprétatives qu'elle inspire, et m'enseigne, exemples à l'appui, le parti que des esprits plus agiles ou plus orthodoxes peuvent déjà tirer de mes dossiers. Je tiens à mettre un terme à ces bienveillances sans objet. Je ne suis pas, je n'ai pas à être, ou à n'être pas, structuraliste. Mon effort n'est pas d'un philosophe, il se veut d'un historien de la plus vieille histoire et de la frange d'ultra-histoire qu'on peut raisonnablement essayer d'atteindre. Alourdi peut-être par l'expérience, je me satisfais de contribuer à la future science de l'esprit, ou si on préfère du cerveau, en dégageant des faits dont l'inventaire peut sembler déjà considérable, mais qui ne sont assurément qu'une infime partie de ce qu'il faut découvrir, classer et méditer. Pratiquement, pour que la distinction soit nette entre deux démarches hétérogènes, les mots structure, structural, n'apparaîtront plus dans le présent travail. C'est Mythe et Épopée 3. Ni dans les suivants s'il m'est donné de continuer. Seuls subsisteront le verbe structurer et son utile participe, qui ont été oubliés dans les transfigurations lexicales de notre temps. Cette évacuation n'est bien entendu qu'une précaution, non un jugement. Est-ce que c'est un abandon de quelque chose à quoi vous avez cru à un moment? Non. Non. Est-ce que c'est un changement? Non, ça n'est absolument pas un changement. Je n'ai jamais, à ma connaissance, je n'ai jamais employé le mot structure que dans son sens traditionnel. Je regarde le structuralisme prospérer avec sympathie et souvent avec admiration. Je crois qu'il faut être tout à fait franc et je le considère comme une philosophie, non pas comme une science. Oui. C'est une interprétation qui, dans les faits même, dans l'observation même des faits, introduit des conceptions qui sont d'ordre philosophique. Et est-ce qu'il n'est pas impensable, travaillant dans les sciences humaines, de ne pas, à un moment ou à un autre, déboucher sur la philosophie? Vous avez très bien dit, à un moment ou à un autre, c'est-à-dire dans 100 ans, 200 ans, 1000 ans, je ne sais pas. On n'en est pas là encore. On n'en est pas là encore. Que personnellement, dans le secret, dans les coulisses du travail, j'ai moi-même des
je sois soutenu par des idées philosophiques. C'est très possible. Mais je ne crois pas utile de les donner. Ce n'est pas par là que mon travail peut être utile. Parce que vous pensez que, quelque part, le moi est haïssable, en l'occurrence. Oh, d'une façon générale, oui. Oui. D'une façon générale, moins nous nous exhibons, mieux ça vaut, n'est-ce pas? Il n'a pas à intervenir dans le... Il n'a pas à intervenir. Le savant, moins que n'importe qui, ne doit pas se donner en spectacle. Maintenant, je ne vois même pas l'utilité. On pourrait le faire si ça avait quelque intérêt pour l'œuvre, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. L'œuvre doit s'efforcer. Elle ne peut pas, mais elle doit s'efforcer autant que possible d'être objective. N'est-ce pas? Il faut penser à ceux qui nous succéderont. Je ne sais pas ce que deviendra mon œuvre. Il est probable qu'elle ne subsistera pas telle que je la vois actuellement. Enfin, il faut qu'elle soit utile. Et pour qu'elle soit utile, moins il y aura de moi, moins il y aura de 1972, et moins il y aura de ma formation personnelle, de mon équation personnelle, mieux ce sera, et plus il sera facile d'en tirer autre chose. C'est-à-dire que quelque part, vous pensez qu'elle est en dehors du temps? Il faut toujours essayer de faire une œuvre en dehors du temps, en sachant qu'on ne réussit pas. Oui. Moi, il faut toujours penser que l'œuvre qu'on fait n'est qu'un moment dans une œuvre qui vous dépasse de beaucoup et dont vous ne voyez pas l'aboutissement. Car si vous le voyez, vous y courez tout de suite. Mais on ne peut jamais être qu'une étape dans les études. Je n'aboutis pas. En réalité, je sais que je n'aboutis pas parce que je ne peux pas aboutir. Vous êtes un jalon. Je suis un jalon. C'est un jalon, votre part purement personnelle doit disparaître. Autant que possible. Autant que possible. Quelquefois, quand je relis d'anciens livres, je regrette d'avoir cédé au goût de la polémique, par exemple. Parce que ça vieillit très vite, une polémique. L'adversaire meurt, on ne dit plus ses œuvres, on voit vos réponses, elles tombent dans le vide. Non, l'idéal, ce serait véritablement d'être comme Pythagore ou comme Thalès, c'est-à-dire un théorème.